Bonjour tout le monde. D'abord, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Vous me ferez signe si vous m'entendez bien. Mon nom, c'est Emmanuela François. Je suis étudiante en sociologie à la maîtrise à l'UQAM. Donc, je vais laisser tranquillement les personnes participantes arriver. Au fur et à mesure, on va entamer et puis ils peuvent rentrer. Donc, le thème du livre, en fait, le titre du livre qui nous réunit aujourd'hui, c'est Racisme, genre et discrimination, des espaces de médiation et de dialogue sont-ils encore possibles? Donc, juste avant de commencer, je vais vous faire part de quelques consignes techniques afin de rendre chaleureuse la discussion aujourd'hui. Donc, je vais vous demander d'abord de fermer vos micros pendant les présentations et aussi lors de la période de questions, vous êtes fortement invités à prendre la parole ou encore poser vos questions par écrit dans le chat. Et ensuite, l'enregistrement va prendre fin à partir après les présentations. Euh, Avant même de commencer, je veux prendre le temps de préciser que le territoire sur lequel nous nous trouvons à prendre la parole aujourd'hui est à ce jour un territoire volé. Donc, nous reconnaissons au sein de l'Observatoire des profilages de l'UDM que l'Université de l'UDM est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Diodiaké, Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, notamment la nation Kanien'kehá:ka. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Donc, il est important de reconnaître que ce que nous appelons aujourd'hui le profilage dans les services sociaux, de la santé, l'éducation et dans tous les systèmes de maintien de l'ordre est enraciné dans les pratiques coloniales, tant historiques que contemporaines. Dans notre travail contre le profilage, il est essentiel de sensibiliser les populations allochtones aux réalités du racisme systémique et du colonialisme, de s'engager activement en solidarité avec les peuples autochtones dans leur lutte pour la reconnaissance de leurs droits, particulièrement celui à l'autodétermination. Avant que j'aille plus loin par rapport à comment ça va se procéder aujourd'hui, je vais laisser place à Céline Bello qui va nous dire en 2 minutes quelques mots sur l'Observatoire des profilages. Céline est directrice de l'Observatoire des profilages. Elle est aussi membre du Centre international de criminologie comparée et professeure de l'École de travail social à l'Université de Montréal. Merci Manuela, merci. Ravie d'inviter et de recevoir toutes sortes de collègues qui se sont réunis autour d'un livre sur le racisme et discrimination. C'est au cœur du travaux de l'Observatoire. L'Observatoire, c'est maintenant plus d'une quarantaine de chercheurs des différentes universités francophones québécoises et ontariennes. C'est aussi une trentaine d'organismes de défense des droits et c'est aussi une soixantaine d'étudiants. Et nos objectifs sont à la fois de rendre visible des pratiques de profilage, mais aussi les expériences de profilage dont on va sûrement entendre parler ce midi, mais aussi de travailler ensemble à lutter contre ces différents profilages et à voir comment on peut soutenir les organismes dans leur plaidoyer. Alors, bienvenue à ce webinaire et puis j'espère que vous allez être contentés par ce livre intéressant. Merci beaucoup, Céline. Avant d'aller plus loin encore, je vais vous nommer les quatre coordinatrices du livre qui nous réunit aujourd'hui. Il y a Javorka Zivanovic, chargée de cours École de travail social de l'Université de Sherbrooke, Myriam Martineau, professeure de sociologie à l'UQAM, Michel Vatz-Laroussi, professeur émérite retraité de travail social à l'Université de Sherbrooke, Liliana Kremer, j'espère que j'ai bien dit le nom, professeur retraité d'éducation et de travail social, Université nationale de Cordoba, Argentine, et aussi les autres personnes co-auteurs et co-autrices qui sont invitées. Donc, avant d'aller plus loin, je laisse environ 7 à 10 minutes à Myriam pour nous introduire à l'ouvrage. Donc, Myriam aussi, est une professeure agrégée en sociologie à l'UQAM, membre du RECEF et du Labarde. Elle est aussi conteuse sous son nom d'artiste Myriam Eliamani. Donc, Myriam, je te laisse la parole. Merci Emmanuela, bonjour à tout le monde.
Merci infiniment d'être présent et présente aujourd'hui pour célébrer avec nous la sortie de cet ouvrage. On espère que cet ouvrage va contribuer au débat critique et aux pratiques sociales engagées sur les inégalités structurelles dans nos sociétés contemporaines. Nous sommes donc très heureuses, Yavorka, Michel, Liliana et moi-même, de vous présenter ce livre, Racisme, genre et discrimination, de l'approche intersectionnelle vers les médiations interculturelles que nous avons ensemble co-dirigé avec de nombreuses autrices et auteurs de divers milieux, mais aussi de diverses disciplines et pays, dont plusieurs aujourd'hui vont prendre la parole avec nous. Ce projet est né en fait d'un besoin très très profond, celui d'enraciner nos pratiques, nos réflexions et notre engagement social et politique dans une démarche qui est à la fois interculturelle, critique, intersectionnelle, qui est aussi féministe, antiraciste et surtout transnationale, interdisciplinaire. Finalement, cette démarche, c'est une démarche narrative et qui est porteuse d'action. Ce livre est le fruit d'une longue collaboration des 4 coéditrices depuis plusieurs années, je dirais même peut-être plusieurs décennies pour certaines, et il croise plusieurs disciplines, donc sociologie, travail social, études féministes, approche communautaire, pratiques interculturelles et artistiques. Il est devenu en quelque sorte une co-création d'espaces de discussion, de partage entre disciplines, mais aussi de partage d'expériences, où la liberté d'écrire et de penser autrement est valorisée. Derrière ce livre, il y a donc des personnes qu'on a rencontrées sur le terrain, des témoignages, des voix qui ne sont pas souvent entendues, ou du moins, je dirais, mal entendues. Et parfois même, ces voix sont réduites au silence. Notre engagement à Yavorka, Michel, Liliana et moi-même était donc de faire entendre ces voix, de les rendre visibles et de les inscrire dans une réflexion critique sur nos institutions et nos manières d'agir devant tout ce fracas actuel du monde. Derrière ce livre, il y a des personnes rencontrées sur le terrain. Il y a donc dans ce livre des chercheurs, bien sûr, des enseignantes, mais il y a aussi des artistes, des praticiennes et surtout des militantes qui, à travers leur parcours respectif, ont été confrontées à des situations où les catégories classiques d'analyse, et là je vais nommer le genre, la race, la classe, l'ethnicité, la langue, le statut migratoire, et tant d'autres, semblent forcément insuffisantes, voire elles sont isolées les unes des autres. La question qu'on s'est posée, c'est comment pouvions-nous, ensemble, permettre aux lectrices et lecteurs de ce livre de réfléchir aux questions d'interculturalité qui sont liées au genre, mais aussi au racisme, aux différentes formes de violence et de discrimination. Nous avons donc voulu proposer une lecture intersectionnelle, c'est-à-dire une lecture qui ne compartimente pas les multiples formes de domination, mais les pense dans leur intrication. Ce terme, intersectionnalité, permet de comprendre que les discriminations ne s'additionnent pas simplement, mais se renforcent mutuellement et surtout produisent des effets spécifiques. C'est aussi dans ce contexte que le concept de médiation interculturelle nous est apparu comme un levier pertinent. Car si l'analyse est essentielle, elle n'est pas suffisante. Au contraire, il faut aussi des pratiques sociales, il faut des espaces de dialogue et des outils concrets pour faire face aux discriminations et favoriser une cohabitation plus juste, plus équitable, ici comme ailleurs. Je vais vous présenter très brièvement la structure de l'ouvrage pour vous donner une idée et puis surtout l'envie de le lire, je pense, et de le partager avec d'autres. Donc l'ouvrage est structuré en 2 grandes parties complémentaires. On a eu la chance et le bonheur d'avoir une préface de Claude Gélina, qui est professeur au département de philosophie et d'éthique de l'Université de Sherbrooke. Et on a eu aussi le privilège d'avoir une postface de Baharane Baniamadi,
qui est une actrice, une écrivaine et une dramaturge iranienne qui vit à Montréal et qui a reçu de nombreux prix, notamment pour son premier roman qui s'appelle La prophétesse. Alors, dans la première partie, on a essayé de mettre en discussion nos fondements théoriques. Plusieurs chapitres présentent une réflexion académique et des recherches qui sont issues des sciences humaines et sociales que nous avons voulu rendre accessibles à un public large sans le simplifier bien sûr à outrance. Pour les 4 éditrices que nous sommes, il s'agit en effet d'outiller la pensée critique et non pas de l'enfermer dans un jargon universitaire. Voici très brièvement ce que les grands courants que nous avons retracés et qui ont influencé notre réflexion. D'abord, le féminisme intersectionnel, ensuite les études critiques sur le racisme, la discrimination et le genre, les approches interculturelles critiques et les apports des sciences sociales à la compréhension des rapports de pouvoir, des normes sociales et des systèmes d'oppression. Ça, c'est pour la grande première partie. Et la deuxième partie, eh bien, justement, on a voulu ouvrir cette réflexion théorique, pour la plupart, vers l'action. Et là, on s'est interrogé sur comment on mettait en pratique cette médiation interculturelle qui nous tient tant à cœur. Certains donnent la parole à des actrices, des acteurs sociaux qui, par leurs témoignages et réflexions, font avancer les connaissances tout en contribuant à la transformation sociale. D'autres auteurs et autrices rendent compte de pratiques artistiques, de pratiques communautaires engagées qui concrétisent justement ces approches intersectionnelles, féministes et antiracistes. En plus de lutter contre les inégalités et les injustices, ces pratiques se développent dans le domaine des médiations interculturelles. Et nous avons eu à cœur de proposer des pistes d'action qui sont à la fois inspirées de l'expérience de terrain et de réflexion théorique pour lutter ensemble contre ces multiples formes de discrimination. C'est pourquoi cet ouvrage n'a pas été conçu comme un simple livre académique. Il se veut transversal, engagé et surtout utile. Alors, il s'adresse bien sûr d'abord peut-être aux étudiantes et aux étudiants en sciences sociales, mais aussi en éducation, en travail social, en communication, en immigration, en études féministes. Il s'adresse aussi aux intervenantes et aux intervenants qui accompagnent justement ces publics marginalisés et racisés. Il s'adresse encore aux chercheurs, aux militantes et militants, aux formatrices, formateurs, aux décideurs politiques aussi, et aux enseignants, mais aussi aux artistes, et à toute personne qui est concernée par ces questions d'équité et de justice sociale. Ce livre, donc, qui relie les savoirs issus de la recherche aux savoirs issus de l'expérience. À notre avis, c'est un livre qui parle des personnes et pas seulement des concepts. Avant de conclure, je voudrais remercier nos collègues, bien sûr, qui ont participé à l'ensemble de l'ouvrage, mais aussi nos institutions partenaires. Donc, je nommerai d'abord l'Observatoire des profilages et merci de nous accueillir pour ce webinaire, mais aussi le Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada, qui nous a aidé financièrement à fabriquer aussi l'ouvrage, le RECEF, qui est le réseau québécois en études féministes, le département de sociologie de l'UQAM, mais aussi, surtout, peut-être notre éditeur, Altai Manso, qui a cru à ce projet et qui est actuellement directeur de la collection Compétences interculturelles chez l'Harmattan et qui nous a permis de le publier. Bien sûr, je vais remercier toutes les personnes qu'on a rencontrées sur le terrain et qui nous ont ouvert leur vie, parfois dans des contextes extrêmement douloureux, mais que nous avons eu à cœur de recueillir. Les équipes de recherche, les étudiants, les étudiantes qui ont contribué à la réflexion, mais aussi à la mise en page du livre. Et bien sûr, je vais vous remercier, vous, les lectrices et lecteurs, vous qui allez porter ce livre, qui allez en parler, qui allez en discuter, et peut-être même le critiquer dans certaines parties, et c'est tant mieux.
Ce livre est maintenant disponible sur format papier et aussi sur les principales plateformes en ligne. Le prix est un peu dispendieux en canadien parce que c'est un livre qui est publié chez l'Harmattan à Paris. Mais on va pouvoir vous donner le lien pour pouvoir l'acheter et vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Myriam, pour cette belle introduction à l'ouvrage qui déjà attise notre curiosité à savoir les idées qui s'y trouvent. Donc, juste pour faire un récapitulatif, j'invite les personnes à garder leur micro fermé et attendre à la période de questions pour enrichir la discussion. Le plan ou le format du webinaire ce matin, ça va être sous forme de questions dirigées aux personnes co-autrices. Donc, il y aura 4 panels qui composent, qui contiennent chacun une question principale dirigée aux personnes autrices euh, et aussi qui vont nous dire en fait les questions qui découlent de leur chapitre. Euh, pour le premier panel, il sera composé de Liliana Kremer et de Alexandra Stankovic. Donc, Liliana est professeure titulaire en éducation et en travail social, retraitée de l'Université de Cordoba en Argentine. Elle est éducatrice, médiatrice culturelle et fait partie du conseil de direction du collectif de femmes du Chaco américain. Pour Alexandra Stankovic, elle poursuit son cheminement au doctorat en philosophie pratique et s'intéresse au concept d'intermarginalité et plus précisément celle en lien avec les figures publiques d'expériences acidiques s'identifiant comme queer. Donc, la question qui est adressée au premier panel, comment abordez-vous genre et discrimination dans vos chapitres et dans votre lecture de nos sociétés d'aujourd'hui, de nos sociétés aujourd'hui? Donc, vous avez chacun 5 minutes pour nous présenter vos travaux. J'offre la parole à Liliana Kremer qui pourra nous en dire davantage sur son chapitre intitulé Avec un regard de femme, la construction complexe et interculturelle du Chaco américain. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Merci à mes collègues et mes amis avec lesquels on a partagé cette construction. Je remercie beaucoup aussi mes collègues du chapitre, Myriam, qui c'est une productrice paysanne, et Jimena, qui travaille comme travailleuse sociale dans les hôpitaux publics, Malena, qui est médiatrice scolaire. Merci beaucoup. Bon, je vais commencer assez vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Bien, je vais vous approcher à la région du Chaco pour vous dire que le profil des femmes du Chaco n'est pas qu'un. De multiples expressions diverses prennent place dans ce territoire étonnant. C'est à partir de vécus, des histoires, des corps faits territoires, de longues, de travaux quotidiens, de conflits, de violences familiales, communautaires et politiques, qu'on peut caractériser les visages et les voix, la force, le silence et le rire, la sagesse et la curiosité des femmes qui vivent dans la région. Si bien la interculturalité cherche à apporter des réponses aux défis que dévoilent des conflits d'intérêts et du manque de dialogue entre les cultures et vise à affronter les conditions historiques du racisme, de la discrimination et de l'oppression, cela dit, et au-delà de beaux récits et des narratives institutionnelles et de l'académie, l'interculturalité ne sera pas une réalité significative et utile sans l'inclusion réelle de tous les involucrés. La inégalité fondée sur la race est distincte de l'inégalité fondée sur les sexes. Ces formes de discrimination ne s'excluent mutuellement. Elles se croisent,
ce qui entraîne son aggravation. Beaucoup sont marginalisés et rendus invisibles parce que ces communautés appartiennent à des groupes minoritaires. Une femme autochtone du Chaco ne subit pas les inégalités que parce qu'elle est une femme. Son identité autochtone, sa pauvreté structurelle, son isolement territorial et le racisme citoyen et institutionnel jouent également un rôle important. On y est dans un territoire qui vit submergé dans un quotidien où la violence envers les femmes, les filles et les jeunes diverses, les inégalités, l'inéquité, l'injustice, la marginalisation, la non-reconnaissance des droits, l'individualisme et le patriarcat sont les normes culturelles dominantes. Les différentes formes de violence fondées sur le genre sont un enchaînement de faits qui convergent nécessairement avec des autres aspects que nous devons aborder de manière intégrale. Ce ne sont pas des incidents isolés, ils sont situés dans des contextes particuliers dans lesquels les inégalités sociales sont consolidées et reproduites socialement entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants. Sylvia Rivera Cusicanqui, elle est une académicienne indienne, autochtone, et il parle du Chiksi. Elle dit qu'il y a un monde Chiksi, c'est-à-dire que ce n'est pas une chose et ce n'est pas une autre. C'est une chose et c'est aussi une autre. C'est un gris hétérogène, un mélange bigarré entre les noirs et les blancs, opposés entre eux et en même temps complémentaires. C'est pourquoi nous appelons à résister et à être attentifs et aussi à dénoncer la normalisation, la banalisation du pouvoir, de l'exclusion, de la discrimination, de la dépendance exercée sur les femmes marginalisées et dépendantes. Et ça, c'est pour les Chaco et pour le monde entier. La méchanceté, la domination peuvent devenir banales lorsqu'ils deviennent routinières, obéissants, aveugles et détachés. Elle survient lorsque les gens cessent de remettre en question la moralité de leurs actes. C'est le mal qui naît de la irresponsabilité, de la indifférence et du conformisme, plus que de la haine active. Hannah Arendt insiste sur l'importance de réfléchir, de remettre en question l'autorité et d'assumer les responsabilités éthiques pour empêcher que la violence ne devienne normalisée et quotidienne. L'essentiel est de retrouver la capacité de penser, de juger et d'agir de manière responsable au sein de la communauté. La banalité, la routine du mal surgit lorsque les gens cessent de penser. Donc, une réponse primordiale est de cultiver la pensée réflexive, le dialogue avec nous-mêmes et avec des cercles de confiance qui nous permettent de nous poser des questions. Je dois obéir à cela? C'est juste, est-ce que je peux vivre avec moi-même, avec tout ça? Penser, même si elle ne garantit pas la bonté ni la sagesse absolue. Mais cela nous protège contre l'obéissance aveugle. Mais aussi, je propose qu'on puisse mettre en question, qu'on puisse juger, désobéir, agir, demander, être critique, douter, exiger et se souvenir. Se souvenir comme une façon de résister. Parce que maintenant, la mémoire collective affronte les faits et empêche le mal de continuer et de se répéter et de devenir banalisé.
Nous, on doit prendre nos responsabilités de nos actes. Nous, on doit vivre en pluralité et s'organiser avec d'autres. Être isolé, c'est la manière d'empêcher notre travail de force, de pouvoir. Et tout ça avec la valeur et des attitudes éthiques. La compréhension, la connexion, des liens sociaux, le respect, la reconnaissance, la réciprocité, les rencontres avec des autres, l'intérêt pour l'autre, la curiosité, l'inclusion et l'irrévérence. Merci beaucoup. Merci Combien beaucoup. de temps j'ai mis? Merci beaucoup, Liliane. Je vais rapidement passer à la présentation de Alexandra et je pense que pour le temps, c'était relativement bien vu qu'on a commencé un petit peu plus décalé, donc on va se rattraper au fur et à mesure. Donc, Alexandra, je te laisse la parole pour ton chapitre 5 intitulé Aux intersections de genre, de la sexualité et du religieux, l'exploration de l'intermarginalité des sortants et sortantes des communautés juives ultra-orthodoxes new-yorkaises s'identifiant comme membres de la communauté LGBTQIA+. Salut. Tout d'abord, je voulais dire merci aux directrices, aux professeurs puis aux collègues qui me permettent de partager ma voix avec eux et avec elles aujourd'hui. Puis, je suis désolée pour le titre très, très long, mais ça, c'est une déformation académique. Donc, afin de bien répondre à la question qui a été posée en 5 minutes, j'ai décidé de circonscrire mon intervention que sur le chapitre que j'ai écrit pour l'ouvrage. Dans le cadre de ma recherche, je travaille avec un terrain particulier aux intersections multiples qui demandent souvent un petit préambule. Plus spécifiquement, je travaille avec des personnes qui ont quitté les communautés juives chassidiques de Brooklyn, où ils, elles et elles ont grandi et qui s'identifient aux diverses intersections des identités LGBT qu'il y a de plus. De plus, pour participer, il, elle et elle devaient occuper un rôle spécifique, celui de figure publique, que ce soit sous la forme de consultants, consultantes culturelles, conférenciers, conférencières ou artistes. En d'autres mots, des gens qui, de manière directe ou indirecte, avancent des revendications autant dans leur communauté d'attache que dans celle new-yorkaise. Dans l'écrit proposé, je ne traite pas directement du terme discrimination. Non pas parce que celui-ci n'existe pas dans la vie des acteurs et des actrices de la recherche, soyons clairs là-dessus, mais surtout parce que cet angle d'approche a été surexploité autant dans la première vague d'écrits portant sur les sortants et les sortantes des milieux juifs orthodoxes au début des années 2000 que dans les représentations télévisuelles mettant de l'avant cette population d'individus. Il n'y a qu'à penser par exemple aux blockbusters qui ont été unorthodox ou One of Us sur les plateformes comme Netflix. Il ne faut malheureusement pas nier qu'encore aujourd'hui, lorsque les intersections genre et religion sont mises en dialogue, il existe toujours des biais féministes libéraux dessinant la vie religieuse comme étant de facto traumatisante et oppressive, en opposition avec ce qui serait un monde séculier perçu comme émancipatoire. Les participants-participantes avec qui je travaille occupent une position particulière que j'appelle l'intermarginalité, ou, en d'autres mots, le fait de se retrouver deux groupes, la société new-yorkaise majoritaire et séculière, et le groupe d'origine que sont les communautés juives chassidiques. À partir de cet espace en marge, les acteurs et les actrices défendent une identité singulière et hybride sans s'identifier seulement à l'un ou à l'autre des groupes. Pour ces figures publiques, les identités queer dépassent la question du genre ou de la sexualité, bien que se déployant à partir de celle-ci, pour interroger les normes qui ont un potentiel d'exclusion. Elles cherchent donc à repenser de manière critique leur expérience et leurs identités juives pour reconnaître une pluralité d'expressions et de choix, permettant ainsi d'accroître leur potentiel d'autodétermination. L'intermarginalité se présente alors comme un concept agentique, c'est-à-dire que les individus en marge disposent d'un pouvoir d'action sur les valeurs et les normes du milieu ou des milieux desquels ils sont en marge, plutôt que d'être compris exclusivement comme un processus de marginalisation, c'est-à-dire comme une mise en marge qui serait seulement involontaire et subie.
Comment cela peut-il s'observer concrètement si on s'intéresse à la question du genre ici? Ben, par exemple, un ou une des participantes, lorsqu'elle visite sa famille vivant toujours dans les communautés, ne porte pas toujours des vêtements qui sont, ou en fait, l'entièreté de ces vêtements ne sont pas conformes à la tsignut, qui sont les règles de modestie que suivent les femmes dans les communautés racidiques. Cette personne qui a été assignée femme à la naissance, mais qui s'identifie comme queer aujourd'hui, retourne donc dans les quartiers où elle a grandi, soit en marchant dans la rue avec des membres de sa fratrie qui, eux et elles, respectent les codes vestimentaires traditionnels genrés, ou soit, par exemple, en participant à des soupers avec la famille proche et élargie, en portant des vêtements considérés comme étant masculins. Par exemple, on peut penser à un chapeau. Euh, Cet exemple peut sembler anodin pour un public séculier, mais il est riche dans son contexte, dans les milieux racidiques. Hein. La participante occupe l'espace religieux en tant que personne explicitement queer. Et elle s'engage comme une espèce de forme de médiateur triste dans un dialogue avec les personnes de sa communauté, que ce soit par exemple au sens large, lorsqu'elle se déplace dans un quartier orthodoxe, ou de manière un peu plus circonscrite aux membres de sa famille, c'est-à-dire à l'intérieur d'un lieu privé. Ici, ben, c'est sûr que les changements visés par les participants participantes, ben, ils visent pas à modifier la halakha ou une norme qui serait vécue comme une loi, mais plutôt comme une norme qui serait vécue comme une habitude, hein, une norme qui a peut-être un peu plus d'effet direct sur les participants participantes. Puis ça, c'est juste par le fait d'habiter le lieu comme tel et de s'engager dans un dialogue avec ceux et celles qui le désirent. Donc, je vous ai fourni un résumé condensé, puis j'espère que ça a répondu à la question. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, continuez à réfléchir aux questions et aux éléments de réponse. Je ne vais pas m'attarder et passer directement au deuxième panel pour pouvoir nous rattraper. Donc, j'inviterai les trois personnes qui auront à présenter. Fabio Perocco, professeur agrégé à l'Université de Venise. Raphaël Mathieu Legault-Laberge, professeur associé aux membres du Centre d'études religieuses contemporaines de l'Université de Sherbrooke. Et Liliane Rachedi, professeure à l'École de travail social à l'UQAM. Donc, la question qui est adressée aux panélistes, c'est sous quel angle abordez-vous le racisme contemporain dans votre chapitre et selon vos divers travaux? Pensez-vous qu'il est en augmentation? Quels types de discriminations doivent être éclairés par nos travaux? Donc, vous avez chacun 5 minutes pour nous parler de vos chapitres. Je ne vais pas nécessairement entrer dans le titre, je ne sais pas si c'est pertinent ou non. Ben, j'essaie de faire le temps pour qu'on ait le temps d'en parler après. Donc, le moment de discussion renchérira les idées. J'invite Fabio Rocco à nous parler du chapitre 1. Allô, bonjour au Canada, ici ce soir. Dans mon chapitre, je m'occupe du welfare racism, c'est-à-dire les discriminations raciales dans l'État-providence et les discours racistes au nom de l'État-providence. C'est une forme de racisme qui opère par les biais des lois et des mesures d'aide sociale, des pratiques discriminatoires dans l'administration publique concernant les prestations sociales, mais aussi un système de discours public des institutions, des politiciens et des gens ordinaires qui dépeignent les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile comme des fainéants, des resquilleurs et des profiteurs de l'État-providence. Et donc, le welfare racism est un élément fonctionnel du durcissement des politiques migratoires et de l'actuelle guerre aux migrants, mais il fait également partie intégrante du processus de démantèlement et de privatisation des systèmes de protection sociale, d'altération des droits sociaux qui touchent la plupart des pays occidentaux. Et donc, le welfare racism s'inscrit donc dans la double guerre aux migrations et guerre à l'État-providence, c'est-à-dire la guerre contre les pauvres et contre la citoyenneté sociale. En particulier, dans mon chapitre, je m'occupe des discours
racialiser sur l'aide sociale comme composante essentielle du welfare racism. Il s'agit de la dimension idéologique, discursive, qui justifie et légitime les mesures punitives dans les domaines des politiques migratoires ou des politiques sociales. Ces discours racialisés sur l'aide sociale construisent les migrants comme des parasites qui drainent les ressources publiques et menacent la sécurité financière des systèmes de protection sociale. Et dans cette construction discursive sur les migrants en tant que voleurs d'aide sociale, trois arguments ressortent. Euh, les migrants appauvrissent et affament les autochtones. Les migrants ne peuvent, ne doivent pas avoir ou revendiquer des droits sociaux. Et les personnes en faveur de l'accueil ou les bénévoles et les travailleurs sociaux travaillant dans le domaine de l'immigration sont des traîtres, des desfatistes, des affamateurs de la population autochtone. Et ce discours racialisé sur l'aide sociale a des conséquences. Premier, en construisant l'immigré comme une menace pour les systèmes de protection sociale et les droits des autochtones, ce discours alimente la racialisation des immigrés et incite les autochtones à attribuer la crise du système de protection sociale à l'immigration. Ce processus produit un conflit négatif autour de l'État-providence en utilisant l'arme séculaire de la guerre entre les pauvres. Et ce discours donc dissimule les racines sociales de l'insécurité sociale et du démantèlement de l'État-providence en accusant les immigrés. Deuxièmement, dans ce contexte, le gouvernement se sent légitimé à prendre des mesures contre les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile. Et enfin, ce discours fait appel aux classes populaires locaux, autochtones et à leur intérêt matériel, les évitant à s'en prendre aux immigrés coupables de saper l'État-providence. Et donc, sous la devise les autochtones d'abord, le racisme institutionnel alimente le racisme populaire et incitant la population autochtone à tenir les immigrés à distance et les surveiller de près. Et quatrièmement, ces discours prennent naissance dans les sphères du racisme doctrinal et du racisme institutionnel, c'est-à-dire au sommet de la société, mais ce n'est que plus tard, dans un mouvement de haut en bas, que cette forme de racisme se répand au sein de la population sous la forme d'un racisme populaire. Et donc, ces discours racialisés sur l'aide sociale alimentent et légitiment un racisme populiste sous la forme d'un simple soutien aux citoyens de souche. Et cette légitimation se fait en plaçant les discours racialisés sur l'aide sociale dans un cadre économique qui utilise des arguments et des justifications rationnelles tels que, par exemple, la viabilité financière de l'État-providence ou la rareté des ressources publiques pour les autochtones. Et donc, pour finir, la force du discours racialisé sur l'État-providence tout aussi exige un effort tout aussi intense de déconstruction et de contre-narration, un effort plus critique et de démystification aussi au niveau du travail social. Et,
Pour ces raisons, le welfare raising est une question stratégique qui doit être étudiée, mais surtout prise en compte dans l'action sociale et dans la planification des politiques publiques. Merci et d'excuser pour mon français mauvais. Merci beaucoup, Fabio, et on ne s'excuse pas pour le français. J'invite la prochaine personne intervenante à interagir avec nous et je ferai un récapitulatif sur les sujets qui ont été discutés. La prochaine personne, c'est Raphaël Mathieu Legault-Laberge, qui va nous parler de son chapitre La résurgence de la discrimination envers les utériens dans le contexte de la COVID-19, tout en répondant à la question du racisme contemporain dans ses travaux. Euh, je vous invite aussi, s'il vous plaît, à respecter les 5 minutes afin qu'on puisse passer tout le monde dans les temps. Merci. Oui, je vais faire mon possible. Merci beaucoup, Emmanuela. Merci aux directrices de l'ouvrage. Je suis très heureux d'avoir contribué à ce projet-là avec ce texte-là. Depuis une vingtaine d'années maintenant, j'étudie les Luthériens, qui est un groupe religieux chrétien très conservateur, je dirais même fondamentaliste, que l'on retrouve dans l'ouest du Canada et des États-Unis. Le chapitre que j'ai rédigé dans l'ouvrage porte sur ce groupe religieux minoritaire-là. Ces communautés sont méconnues au Québec puisqu'elles ne sont pas présentes sur le territoire de la province. Ils font partie de la famille religieuse des Anabaptistes, dont font aussi partie les Amish et les Mennonites. Et puis les Amish sont beaucoup mieux connus au Québec, je crois. Tous ces groupes-là sont apparus, disons, au moment de la réforme protestante, là, si je fais une généralisation, mais ce ne sont ni des catholiques ni des protestants. Ils ont, les Luthériens, plusieurs marqueurs identitaires qui vont les distinguer de la population en général. Ils parlent un dialecte allemand, ils vont porter des habits traditionnels distinctifs, très conservateurs, qui rappellent la modestie aussi, un peu ce que Alexandra mentionnait. Ils refusent de porter les armes, ils refusent de porter serment et surtout, ils refusent de baptiser les enfants. Et puis ça leur a valu beaucoup de persécutions dans l'histoire. Ces groupes religieux-là vivent en communauté d'environ 100 personnes sur des grandes terres dans l'ouest du Canada et des États-Unis, comme je le mentionne. Donc, vous voyez, ils ont un mode de vie assez particulier qu'on peut même qualifier de radical. Et puis, si on prend peut-être des données un peu plus quantitatives, là, vous voyez, il y a plus que 55 000 personnes qui vivent comme ça dans l'ouest du Canada et des États-Unis. Donc, ça fait beaucoup de monde qui vivent avec ce mode de vie. Historiquement, ces groupes religieux-là ont connu des grandes persécutions qui leur ont même valu d'être martyrs, surtout en raison de leur refus de baptiser les enfants et aussi en raison de leur volonté de se retirer du monde. Donc, ce sont des gens qui ne vont pas fréquenter les sociétés en général, ils vont vivre très retirés. Donc, ils ont connu des discriminations à certains moments dans l'histoire et c'est pourquoi j'ai parlé de résurgence dans mon chapitre. Je pense que le concept est important. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des discriminations qui sont récurrentes à certains moments précis de l'histoire et qui reviennent. Depuis leur arrivée au Canada en 1918, les Luthériens ont connu différentes formes de traitement discriminatoire que l'on peut même qualifier de systémiques à certains égards. Vous voyez, le constat que j'ai pu tirer, c'est le suivant. C'est que chaque fois que le contexte social devient plus tendu en raison de contingences historiques, par exemple la COVID-19, ben les Luthériens vont connaître une résurgence de discrimination. Pour faire bref, on remonte un peu dans le temps. Dès leur arrivée au Canada, vers 1919-1920, autour de ces années-là, la frontière canado-américaine a été fermée pour la migration des Luthériens sur le territoire canadien. Ces gens-là arrivaient des États-Unis, ils voulaient se déplacer vers le Canada et le gouvernement leur a refusé l'accès au pays durant quelques années. Par la suite, au moment de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des mesures législatives très restrictives qui leur ont été imposées en ce qui concerne la possession du territoire. Donc, il y avait des protocoles d'acquisition des terres qui ont été en vigueur, surtout en Alberta, entre 1942 et 1972, qui leur ont donné de grandes difficultés à étendre leur colonie. Donc, vous voyez, c'est à ce titre-là qu'on peut parler de discrimination systémique. C'est à la fois le gouvernement
canadiens, les gouvernements provinciaux et la population canadienne qui ont manifesté des comportements et des attitudes discriminatoires envers ces groupes-là. Dans le contexte de la COVID-19, c'était pas très surprenant donc de retrouver une résurgence des comportements discriminatoires envers les Utériens. Le contexte social était très tendu et puis des accusations de divers ordres ont été formulées envers ces groupes religieux minoritaires-là. À partir de 2020, vous voyez, il y a eu des funérailles qui ont eu lieu en Alberta de quelques jeunes qui s'étaient noyés dans un cours d'eau. Puis les funérailles chez les Luthériens, ça attire des milliers de personnes. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été dit dans les médias qu'il y avait eu de la propagation de la COVID-19 en raison de ces rassemblements-là, alors que c'était pas du tout le cas. Puis vous voyez, en juillet 2020, il y avait seulement 5 colonies au Manitoba sur 120 à peu près qui avaient des cas de COVID-19. Donc, on n'était vraiment pas dans une situation problématique en ce qui concerne les groupes religieux en tant que tels. À un certain point, en fait, la présence ou non réelle de la maladie avait très peu d'importance. Puis c'est là qu'on voit qu'il y a eu du profilage qui était fait à leur égard. Euh, il faut aller plus loin que de se dire que la discrimination est en lien avec seulement la pandémie ici. Il s'agit bien davantage d'une discrimination qui est fondée sur le mode de vie communautaire des Utériens. Donc, on pensait que leur mode de vie communautaire pouvait favoriser, en fait, la propagation de la COVID-19. Par la suite, les choses se sont résorbées, mais on peut toujours se demander à quand la prochaine crise sociale qui va engendrer des situations discriminatoires envers cette communauté religieuse-là ou envers d'autres communautés religieuses. Donc, je pense que c'est assez facile de prévoir qu'il y aura des résurgences en contexte de crise sociale. Euh, Puis que ça va se manifester peut-être encore plus intensément dans un climat de fracas social, si je reprends certains termes qui ont été énoncés par Myriam en introduction. Donc voilà, ça a été ça ma contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël. Je passe la parole tout de suite à Liliane Rachidi pour le chapitre 11, Expérience de discrimination des travailleurs sociaux formés à l'étranger, constats et enjeux pour la formation en travail social. Merci beaucoup, Emmanuela. Je vous rassure, moi, je vais respecter les 5 minutes. Je sais que c'est pas facile. Merci aux directrices de l'ouvrage. Merci de nous avoir donné l'opportunité d'écrire un chapitre dans le collectif. Alors, je suis pas toute seule, hein. Il y a des étudiantes qui sont associées à ce chapitre-là, Caroline Kesha-Forêt, Marion Obensawin et Catherine Montgomery, qui est ma collègue à l'UQAM. Merci aussi à l'Observatoire d'organiser ce webinaire. Alors, effectivement, moi, je m'intéresse aux travailleurs sociaux formés à l'étranger, la façon dont on a regardé le racisme tel qu'il se déployait avec cette population-là. En fait, on l'a regardé avec une perspective de racisme systémique, hein, ça a déjà été développé aussi, ce mot-là a déjà été utilisé par mes collègues avant moi. On a regardé comment ce racisme-là se déployait donc à l'échelle des interactions au quotidien, mais aussi toutes les mécaniques, les politiques, les règlements, y compris les ordres professionnels, comment ils contribuaient finalement à bloquer d'une certaine façon la reconnaissance des travailleurs sociaux qui étaient formés à l'étranger. Donc moi, mon terrain de jeu, mon bac à sable, c'est vraiment le terrain universitaire, les étudiants et étudiantes qui se forment en travail social, les praticiens et les praticiennes. Et c'est vraiment avec eux finalement qu'on essaie de développer des approches qui sont des approches antiracistes et plus spécifiquement, je suis pas toute seule à la déployer cette approche-là, l'approche interculturelle critique et antiraciste. Liliana, dans son chapitre, c'est un modèle pour moi en termes de contenu et d'illustration de ce qu'est l'approche interculturelle critique et antiraciste. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question, donc, est-ce qu'il a augmenté? Oui, il a augmenté, effectivement, et il est banalisé. Liliana, tu l'as dit aussi dans ton allocution, hein, il est vraiment banalisé. Et, on voit
voit que maintenant le racisme a vraiment des alliés très puissants, locaux et internationaux, que ce soit au niveau des partis politiques d'extrême droite, des partis fascistes et aussi des médias, notamment des chroniqueurs qui participent à véhiculer, pardon, la haine de certains groupes. Que ce soit des immigrants, mais que ce soit aussi des groupes plus ciblés, un racisme qui va être anti-noir, anti-arabe, l'islamophobie, etc. Troisième question, oui, il faut documenter beaucoup de choses. Il y aura encore beaucoup de choses à faire par rapport au racisme. Il faut documenter davantage l'islamophobie comme un racisme, comme dirait Mouloud Didir, comme un racisme qui est acceptable, hein, qui est relié à des valeurs progressistes. Il faut aussi faire en sorte de documenter davantage comment, dans l'histoire au Québec, l'antiracisme, donc les luttes, se sont développées en parallèle avec ce racisme-là. Puis là, je vois à l'écran qu'il y a Charlène Lusikila qui a écrit avec d'autres personnes autour de ces enjeux-là. Donc, l'importance de laisser des traces aussi de nos luttes, de se souvenir aussi, comme tu l'as dit, Liliana, mais d'être capable de retracer ces luttes-là parce que les gens ne font pas que subir le racisme. Autre élément, à mon avis, qu'il faut documenter, là, plus en termes de population. Au Québec, tous le statut des travailleurs étrangers temporaires, hein, vraiment comme étant finalement une forme d'esclavagisme moderne. Et il me semble aussi un angle mort qu'on a beaucoup les uns, les unes et les autres dans nos travaux, c'est comment est vécu le racisme de la peur des jeunes au Québec, notamment. Voilà, 5 minutes. Merci. Merci beaucoup, Liliana. Moi, c'est Liliane. Euh, Liliane, oh mon Dieu, je m'excuse. Donc, je vais rapidement faire un récapitulatif sur ce qui a été dit depuis les deux derniers panels. Dans le premier, la question concernait comment le genre et la discrimination sont abordés dans les travaux de ces deux personnes-là. Pour Liliana Krimer, moi, ce que j'ai essayé de retenir avec les référents que j'ai par rapport aux concepts qui ont été développés, dans un premier temps, c'est que le profil des femmes de Chaco est très diversifié. Donc, les discriminations aussi peuvent être vécues à divers niveaux institutionnels, structurels. L'interculturalité n'est pas seulement un problème, elle est aussi une possibilité de coexistence digne basée sur la reconnaissance de la diversité. Donc, j'essaie vraiment de passer rapidement au travers de ce qui a été captivant pour moi. Euh, Par rapport à la présentation d'Alexandra, euh, la personne présentatrice a nommé l'intersection multiple des personnes qui s'identifient queer dans les communautés juives. Moi, ce qui m'a retenu, c'est comment ces personnes-là possèdent l'espace social dans lequel elles se trouvent en étant d'identité ou d'origine juive assidique et new-yorkaise et comment elles partagent ces lieux-là avec leur communauté. Ensuite, pour le deuxième panel, on regardait comment le racisme contemporain était abordé dans les chapitres des, des, euh, des personnes co-auteurs et des personnes co-autrices. Pour Fabio Perocco, ce qui m'a le plus captivé ou que j'ai retenu, c'était que les discriminations, c'est ça par rapport aux personnes immigrantes, je crois, forme de racisme dans les lois. C'est ça. Donc, les discours sociaux construisent les personnes migrantes comme des parasites, des voleurs d'aide sociale et comment les gouvernements aussi profitent pour sanctionner les personnes migrantes ou encore mobilisent les communautés autochtones à s'en prendre à ces personnes immigrantes qui alimentent aussi un racisme populaire. Donc, j'essaie de revenir sur des grands thèmes et on pourra en discuter un peu plus tard. Pour la présentation de Raphaël, c'était comment le groupe religieux minoritaire utérien vivent des discriminations dans des contextes sociaux plutôt difficiles quand il y a des crises ou des situations de crise sociale comme la COVID-19 et qui peuvent être accusés ou discriminés de manière gratuite, si je peux dire ça comme ça. Et comment, c'est ça, c'est mobiliser en fait ces discriminations-là envers ces personnes, ce groupe-là. Et aussi du côté de Liliane Rachedi,
on regardait en fait les discriminations qui augmentent par rapport aux travailleurs sociaux formés à l'étranger, comment le racisme est banalisé et à des alliés puissants à différents niveaux. Et elle précisait aussi de compléter l'islamophobie comme un racisme, de le documenter nos travaux parce que en même temps que nous, les personnes racisées, nous le vivons, mais nous résistons aussi, donc de faire remonter ces éléments-là. J'espère que j'ai quand même essayé à pieds joints de donner quelques idées. On va passer au panel, au troisième panel qui est composé de 4 personnes. Alors là, il est 12h26. Je vais essayer vraiment d'être plus strict, même si je ne sais pas comment l'être, sur le nombre de temps. Et le panel 3 va être composé de 4 personnes co-auteurs et personnes co-autrices. Donc, la question qui leur est adressée, je vous invite à prendre la question pour nous faire des points clés sur vos travaux. Quels sont quels sont, selon vous, les espaces de médiation possibles selon votre chapitre et dans votre lecture des réalités actuelles? Donc, littérature, expression artistique, comités et mouvements sociaux, médiation citoyenne. On a Paola Puccini qui a rédigé le chapitre 8 ou co-rédigé le chapitre 8, l'écriture translingue des femmes, espace de médiation interculturelle dans le contexte multilingue francophone. Paola est professeure agrégée de langue et de traduction à l'École des langues de l'Université de Bologne en Italie. Ensuite, on va avoir Michel Vatz-Laroussi, qui est docteur en psychologie interculturelle et professeur émérité associé à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke. Havorka Zivanovic, travailleuse sociale et docteur en travail social, chargée de cours à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke. Et Roxana Clédon, qui est organisatrice communautaire et coordinatrice de recherche à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l'Estrie. Donc, je vous laisse la parole. Il est 12h27. On va être succinct et puis précis. Merci beaucoup. Est-ce que c'est à moi de parler, Emmanuel? Oui, c'est Ok. à toi, Paola. Ok, alors bonsoir tout le monde, bonjour à tout le monde. Merci aux autrices de ce beau volume auquel j'ai eu la belle possibilité de participer. Je les remercie encore. Alors bien sûr, la réponse de mon point de vue, c'est bien que c'est la littérature un espace de médiation possible, et en particulier les écritures translangues, qui par leur nature mettent en valeur une expérience de l'entre-deux, de l'exil et de l'étrangeté, typique de toute personne ayant comme langue maternelle une langue minoritaire. Parmi les écritures translangues, nous trouvons bien sûr la littérature de l'immigration, mais nous trouvons aussi la littérature autochtone. C'est ce type de corpus que nous avons interrogé dans le chapitre pour étudier comment, à travers ces textes, les auteurs et les autrices arrivent à créer des espaces de médiation interculturelle dans le contexte multilingue francophone du Québec. Le corpus vise essentiellement à répondre aux questions suivantes. Que nous apprend le roman autochtone de l'extrême contemporain sur la médiation et la rencontre interculturelle? Quels sont les contours des espaces de médiation interculturelle que ces textes finissent par dessiner? Quels mécanismes mettent en jeu? Quelle performativité active afin que le destinataire soit inclus dans un processus de connaissance réciproque indispensable pour activer un chemin de réconciliation qui vise la construction d'une nouvelle relation? Alors, dans le chapitre, nous avons en particulier analysé 2 ouvrages, qui est le premier, Naomi Fontaine, Kwesipan, de 2017, et Muliat, auquel a participé Natacha Canapé-Fontaine comme poète. Pour étudier comment les autrices construisent un espace de médiation où faire rencontrer les langues, l'innu d'un côté et le français de l'autre, mais aussi des cultures différentes, la culture autochtone et la culture québécoise, qui deviennent de symboles de la quête d'une nouvelle relation à construire par la médiation interculturelle. Pour illustrer ce parcours, nous avons adopté l'approche méthodologique de la médiation interculturelle que nous avons illustrée avec Michel Vatlarussi et Claude Gélina dans l'essai de 2022, La médiation interculturelle, aspect théorique, méthodologique et pratique.
Et tout d'abord, dans notre chapitre, nous avons profilé le destinataire à qui cette action que nous avons individuée de médiation s'adressait. C'est bien à la société que les deux écrivains que nous avons étudiés s'adressent. Le choix de la langue d'écriture profile le destinataire. Naomi Fontaine le dit clairement. Dans Qui s'y pense, c'était les Québécois, les gens qui nous côtoient, qui nous connaissent ou qui pensent nous connaître, qui sont les destinataires de mon récit. Natacha Canapé-Fontaine également fait conscience du rôle de la littérature. Pour elle, ce sont les artistes qui favorisent la circulation dans la société. Pour former une société, chaque individu doit se mettre dans cette conscience des autres. C'est donc bien la société dans laquelle vivent ces auteurs, ces autrices qui est bien le destinataire de son œuvre, de son action performative. Le texte donc est performatif et la littérature devient une expérience de rapprochement de la différence et d'une possibilité de transformation. Par exemple, je vous donne seulement un exemple, dans Muliat, la poète médiatrice invite son destinataire à exercer un changement de regard sur une icône de la culture québécoise qui est bien Speak White de Michel Lalonde. La femme territoire, en déclamant ce poème de sa voix pendant la pièce, rapproche deux voix féminines dont la culture semble éloignée pour tisser un seul texte sur lequel on demande de poser un regard nouveau et une nouvelle signification qui parle du partage de la mémoire et d'une revendication commune. Cette performance dans la performance offre au spectateur une lecture inédite du poème de Lalonde, dont la signification originaire de dénonciation de l'oppression des Québécois par l'élite anglo-canadienne est enrichie par une autre signification qui vient s'ajouter. La fusion de deux voix, le français et les nus, parle de cet enrichissement. Cette performance est digne aussi d'une inclusion réalisée par l'acte artistique et d'une relation renouvelée par la réparation pour laquelle la pièce a travaillé. Le rôle de femme nous semble particulièrement prééminent dans ce travail. Elles incarnent une éthique générative dans leur sensibilité à la façon dont les liens se tissent, se maintiennent et se renouvellent. Dans leur travail de promotion d'une culture de la médiation, dans leur générosité qui s'exprime par leur engagement dans la transmission d'une culture qui s'est fait don offert à toute la communauté, par leur acte de résistance, ces femmes autochtones, autrices et littéraires rejoignent toutes les femmes résistantes dans le monde. C'est aux femmes qui revient le rôle de garder le contact, de garantir les liaisons, autant que le rôle essentiel d'accompagnement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Paola. Nous allons passer directement à Michel Vatz-Laroussi avec le titre de son chapitre 13 intitulé Sortir de l'invisibilité, l'engagement des femmes musulmanes portant le foulard, voile ou hijab contre le racisme et les discriminations. Alors bonjour et merci beaucoup de cette chance finalement de s'exprimer avec vous et aussi de la chance que nous avons eue de rassembler tous ces textes et ces perspectives et ces postures vraiment importantes contre le racisme et les discriminations dans le livre et aujourd'hui. Donc ici, je parle au nom des 4 co-autrices du chapitre 13, dont le titre vient de vous être donné. En particulier, mes 3 co-autrices, Reskia Rebaï, Khadija Faïd et Abir Youssef, ne sont pas là et c'est vraiment très malheureux. Ce sont des femmes militantes, mais ce sont aussi des professionnels dans divers milieux. Elles n'ont pas pu se libérer de leur emploi pour participer elles-mêmes à ce webinaire, ce qu'elles auraient vraiment beaucoup voulu faire. C'est particulièrement dommage puisque dans ce chapitre, nous abordons les comités citoyens et les mouvements sociaux comme espace de médiation citoyenne au travers de l'engagement de leurs membres. C'est aussi une illustration de la difficulté à militer dans nos sociétés, mais aussi à militer contre le racisme quand on est soi-même des personnes racisées. Reskia, Khadija et Abir sont des femmes musulmanes qui portent le foulard, voile ou hijab selon leurs propres termes. Elles étaient d'accord pour employer les 3 termes et elles sont engagées avec plusieurs autres citoyennes et citoyens et représentants d'organismes racisés ou alliés. Elles sont engagées donc depuis plusieurs années dans le comité Longueuil Ville sans racisme ni discrimination.
Elles ont contribué à l'étude participative sur les conditions de vie des personnes racisées de l'agglomération de Longueuil durant et après la COVID, puis elles se sont impliquées tout au long du processus de mise en dialogue de multiples acteurs de la société civile locale, animant des rencontres, témoignant de leur situation, permettant des échanges entre personnes racisées ou non, entre personnes sensibilisées au racisme ou non. Elles ont aussi participé à la conception et à la rédaction du guide Comment aborder et traiter le sujet du racisme et des discriminations dans nos organisations, ainsi qu'à son utilisation dans 2 CSUS, Centres de services santé et sociaux locaux. Dans l'ensemble de ces processus, tant le comité lui-même, constitué de personnes diverses ayant une même volonté de lutter contre le racisme, que les processus de dialogue citoyen mis en œuvre représentent des espaces de médiation interculturelle, médiation intersectionnelle, médiation critique éventuellement si on le regarde sous l'angle de l'interculturalisme critique, dans le sens qu'on y vise des transformations radicales des rapports sociaux d'exclusion, d'oppression, de hiérarchisation de certains groupes du fait de leur genre, de leurs origines, de leur culture ou de leur religion. En plus de raconter ce projet et ses enseignements, nous nous interrogeons dans le chapitre dans le contexte de montée et de banalisation de l'islamophobie, sur la place réelle des femmes musulmanes portant le foulard dans nos instances, dans nos rencontres, dans des milieux professionnels, communautaires ou citoyens. Alors, puisqu'elles ne sont pas là maintenant, écoutons-les au travers d'extraits tirés du chapitre et qui volontairement leur sont attribués nominativement dans l'ouvrage même, parce qu'il est très important que leur nom figure sur ce qu'elles nous disent. Alors, pour Khadija Faïd, elle explique sa participation au comité en disant: En ce qui me concerne, c'est pour sortir de l'ombre et de l'invisibilité, surtout après le 11 septembre 2001, les accommodements raisonnables de 2007 et la Charte des valeurs de 2013 et bien d'autres injustices sociales. J'ai voulu contribuer à lever le voile sur ce que vivent justement les femmes voilées comme racisme, discrimination et exclusion. Reskia Rebaï conclut sur sa motivation à participer à l'étude. On écoute maintenant Reskia, où on la lit. Elle nous dit: En participant à l'étude, j'ai eu l'opportunité d'inverser la vapeur et de sortir de cette position que l'on veut imposer à la femme musulmane voilée qui dérange dans la société, à la position d'une femme musulmane portant le voile et qui est une valeur ajoutée à la société. Et c'est cela que j'ai choisi d'être. Alors Kabir Youssef elle-même conclut: Chaque femme qui porte le foulard ou pas, et chaque personne a le droit de trouver une place qui la reconnaît et la valorise comme une partie de la société dans une logique d'égalité de chance et d'équité. On va conclure cette petite et rapide présentation avec les mots de notre amie et co-autrice Khadija Faïd, qui nous laisse sur ces mots forts. Aujourd'hui, je me suis déplacée de loin, encore plus loin que mon pays d'origine, le Maroc, pour vous dire que ce que je vis à tous les jours n'est pas facile, face à des personnes qui rejettent mes valeurs et mes croyances, mais je suis convaincue plus que jamais que mon engagement et mon militantisme contre toute forme de racisme, discrimination et exclusion aboutiront et que je passerai le flambeau à ma fille, petite fille, et à toute autre personne engagée. Alors, je vous laisse sur ces mots. Merci beaucoup, Michel. Michel. Je vais passer la parole à Yavorka. J'espère que c'est bien prononcé. Oui, Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? oui, c'est parfait. Parfait. Bonjour à tout le monde. Merci pour votre participation. Merci effectivement à toutes les personnes qui ont participé dans ce livre-là et surtout à mes collègues co-directrices. Donc, je vais rapidement vous parler de chapitre médiation interculturelle pour mieux vivre ensemble à Sherbrooke que j'ai effectivement écrit ensemble avec Michel Vatsalaroussi et Michel Laliberté, aussi une autre collègue que malheureusement ne pouvait pas se rejoindre à nous aujourd'hui. Donc, on était vraiment au terrain, ce qu'on dit, comment en fait appliquer la médiation interculturelle au terrain et qu'est-ce que ça nous donne. Et je vais effectivement essayer de répondre à la question quels sont les espaces aussi possibles. Donc, dans le chapitre, on met en lumière plusieurs espaces de médiation possibles, tant dans les ateliers que dans les réalités sociales actuelles,
Qu'ils sont formels ou informels, ces espaces jouent un rôle essentiel dans la compréhension des enjeux interculturels et dans le développement d'une posture réflexive et inclusive. D'abord, les ateliers constituent un espace privilégié de médiation. Il offre aux participants un environnement sécuritaire pour acquérir de nouvelles connaissances, explorer des notions liées à la médiation interculturelle et expérimenter des mises en situation concrètes. Le climat de confiance instauré, soutenu par la confidentialité des échanges et l'ouverture aux différentes perspectives, permettent le partage de témoignages sensibles liés au racisme, la discrimination et aux microagressions. Ces ateliers offrent un cadre favorisant la rencontre, la compréhension mutuelle, la réduction des stéréotypes et la prévention des conflits. Ils sensibilisent également les participants et les intervenants aux enjeux liés à la diversité culturelle et à la dynamique des rapports de pouvoir. Mais malgré tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place à Sherbrooke, mais aussi ailleurs au Québec, les tensions persistent. Donc, quelles sont les autres possibilités et les espaces possibles? Ben, effectivement, on peut commencer, en fait, je vais commencer par l'exemple plus général. Les interactions spontanées entre les participants constituent aussi un espace de médiation citoyenne. Donc, les forums de discussion, les dialogues interculturels, les médiations de quartier ou encore les échanges sur le racisme systémique et les microagressions permettent de confronter les points de vue et de revisiter les préjugés qui persistent dans la société. Mais au-delà des ateliers et des médiations citoyennes, d'autres lieux pouvaient jouer aussi un rôle important en matière de médiation interculturelle. Les milieux professionnels, effectivement, comme les institutions comme les écoles, les services de santé, services sociaux, les services publics, ils devraient devenir des espaces de médiation lorsque des interventions structurées y sont mises en place. Donc, le chapitre qu'on a aussi écrit met d'ailleurs en évidence les besoins de formation continue, de réflexivité et d'occasion d'échanger sur les pratiques professionnelles. Donc, confrontés à des situations interculturelles complexes, ces milieux sont propices au développement de compétences de médiation et à l'adaptation d'une posture antiraciste. Mais encore plus loin, les comités, mouvements sociaux et organismes communautaires aussi constituent des éléments des espaces de médiation collective. Ils pouvaient permettre de travailler sur les enjeux de justice sociale, d'intersectionnalité et de lutte contre les discriminations. Aussi, la mondialisation et les ressorts des réseaux sociaux amplifient les enjeux en rendant visibles les tensions interculturelles, mais en même temps, on devrait les utiliser vraiment comme opportunité d'éducation et de sensibilisation. Donc, dans ce contexte de réseaux sociaux, la médiation interculturelle peut contribuer non seulement à résoudre des conflits potentiels, mais aussi à développer des compétences relationnelles durables, favorisant une vivre ensemble fondée sur le respect et l'inclusion. Dans les réalités actuelles, la médiation interculturelle s'avère plus nécessaire que jamais. Donc, pour la conclusion, je vais dire que les espaces de médiation interculturelle sont nombreux et variés. Ateliers de formation dans le milieu professionnel, initiatives citoyennes, mouvements sociaux, culture, la langue, l'art qui était déjà mentionné par mes collègues, ainsi que l'interaction du quotidien. Dans un contexte marqué par des polarisations sociales et des enjeux interculturels complexes, ces espaces demeurent essentiels pour développer une médiation inclusive, réflexive et ancrée dans une perspective antiraciste et humaniste. Bon, merci. Merci, Vorka. Je laisse la parole rapidement à Roxana Clédon pour le chapitre 9, Paroles de femmes du recueil au rétablissement, présentation et analyse d'une pratique professionnelle sur une démarche collective. Bonjour. Pour répondre concrètement à la question, notre chapitre explique la démarche collective que nous avons démarrée en mars 2020 devant l'inconnu qui était
la pandémie, une situation qui allait beaucoup plus loin que nous et qui avait posé des questions de l'anxiété, des doutes. Alors, ce qu'on a voulu, c'est donner nous-mêmes en tant que groupe des outils. Et l'idée est partie des citoyens, des femmes de différentes origines et de différents âges. C'est très intéressant de remarquer le fait que autant l'équipe qui a eu le leadership tout au long du processus que l'ensemble des personnes qui ont contribué activement à la démarche avaient des âges très diversifiés. On a des personnes de 90 ans et des enfants. On avait des personnes de différentes origines qui avaient des rôles dans la société qui étaient identifiés comme essentiels et qui étaient fortes. C'était des femmes et Lucia, qui était une grande communauté culturelle, qui était les anges gardiens et qui était exposée fortement au virus et aussi à, à la détresse des personnes et à la mort, ce qui nous sont partagés. Et l'intéressant de notre démarche, ce que je trouve qui était porteur, c'était le fait qu'on a donné la parole à chacun de ces personnes, chacune de ces femmes. Et, et la médiation qu'on a utilisée, c'est la médiation artistique et littéraire au départ, parce qu'on a sollicité des textes et des images qu'on a utilisées pour construire un livre collectif qui relate l'expérience de cette communauté, des femmes de cette communauté face à la pandémie et les moyens qui se sont donnés pour minimiser l'impact de l'isolement social et de la rupture sociale. Et ensuite, avec les livres, on a animé quand les mesures de restriction ont diminué, on a commencé à animer des ateliers et on a filmé un documentaire qui est possible aussi d'utiliser pour marche de discussion et de médiation citoyenne. Et la conclusion de tout ce processus nous amène à voir que face à une situation incertaine qui déclenche l'anxiété face à l'inconnu et qui nous laisse comme dans une situation d'impuissance, on peut se positionner quand on voit qu'on partage la situation avec plusieurs personnes et nommer ce qu'on ressent, mettre en parole, produire quelque chose par rapport à ça ensemble avec les autres et l'utiliser pour réfléchir et pour aller un peu plus loin. Et même que autant les documentaires que les livres ont aussi été investis par les femmes élues, nous avons invité nos élus parce que les femmes qui sont à la base de la mobilisation, c'est les femmes de l'association féministe d'éducation et d'action sociale. Normalement, je serai tout le temps avec elles pour présenter, partager l'expérience, mais ce n'est pas possible. Une personne clé est malade et la autre est en train de travailler en ce moment et n'était pas disponible, mais les autres deux sont trois autres personnes qui ont le leadership. Mais c'est des gens qui ont été impliqués aussi dans une démarche qui a fait en sorte que les femmes aient de la représentativité aussi au moins 30% au niveau municipal, dans la municipalité qui est à l'origine. Alors avant, il y avait juste des hommes blancs, tous du même âge. Maintenant, dans le conseil municipal, après les dernières élections, on a 4 femmes. Avant, on avait 3. Au moment qu'on a fait... Alors, on a évolué de rien à 3 et aujourd'hui, on est 4. Alors, c'est une association qui est très active, qui est très militante, qui produit des effets. Et concrètement, en lien avec les chapitres, ce qui a été fait, c'est de donner la parole, créer un livre collectivement, les valoriser. Il a été présenté dans les congrès, dans les colloques, construire des outils d'animation d'ateliers qu'on a fait promener un peu partout au Québec parce qu'on a obtenu du financement aussi du gouvernement fédéral et on a pu aller un peu plus loin que la MRC. Puis le documentaire qui aujourd'hui est dans le musée de l'histoire vivante de Port-Joli. Alors, c'était aussi pour les centres. On s'est donné des outils.
comme pour sortir de l'impuissance et porter la parole. C'est c'est l'espace de médiation citoyen, je dirais, et l'expression possible à travers les arts. Dans notre cas, c'était l'écriture, les dessins, puis les documentaires filmés. Merci beaucoup, Roxana. Ah, Et les personnes participantes avec mon équipe, Céline Duval, Sophie Foissy, Julieta Núñez-Quirón, mais ne pouvaient pas être avec nous. Et merci à vous d'avoir signé cet espace. merci beaucoup. J'avais pas bien entendu la fin de ces propos. Donc, avant de passer au prochain panel, je vais faire un récapitulatif vite fait sur comment on a articulé le sujet de la médiation autour de ces différents chapitres. Pour Paola, la littérature a été, ben, en fait, est l'espace de médiation possible qui a été documenté à travers de deux ouvrages de deux personnes, de deux femmes inoues, euh, Naomi Fontaine et Natacha Canapé. Naomi Fontaine qui parle aux Québécois et qui pensent aux Québécois qui pensent nous connaître, Québécois et Québécoises qui pensent connaître les Inuits. Natacha Canapé qui pense que les artistes ou les artistes peuvent favoriser la circulation des idées et les autrices font rencontrer les langues Inuits québécoises et les cultures aussi, ces deux cultures aussi. Pour Michel Vatslar-Roussy, son chapitre a été coécrit avec des femmes militantes qui ne peuvent pas être présentes aujourd'hui, pour discuter en fait sur comment le racisme s'articule autour de l'islamophobie, du port du voile et comment les espaces de médiation sont possibles vers une transformation radicale. Donc, pour Khadija, elle considère que sortir de l'ombre, en fait, prendre ces espaces de médiation-là favorise une sortie de l'ombre et de l'invisibilité et de ce que les femmes voilées peuvent vivre. Ensuite, pour Reskia, j'espère que j'ai bien prononcé, c'est pour inverser la vapeur et sortir du regard placé sur les femmes voilées. Ensuite, le chapitre 10 de Yavorka met en lumière plusieurs espaces de médiation possibles, formels ou informels, et propose des lieux de médiation pour favoriser un espace d'échange, donc les forums, les quartiers, les institutions, écoles, milieux culturels aussi, s'il y a des interventions précises qui sont proposées dans un point de vue antiraciste. Ensuite, Roxana nous a parlé de comment les femmes, pendant la période de COVID, ou considérées comme des anges gardiens, ont fortement été exposées au virus et leur a donné la parole dans une forme de médiation artistique et littéraire par des images, des textes et aussi un documentaire pour s'exprimer autour de cet enjeu. Merci beaucoup pour vos présentations super riches. Pour le dernier panel, ça sera vraiment en une phrase de nous dire les recherches, actions, réflexions que nous pouvons continuer à faire autour de vos thématiques de travail. Donc, 1 minute pour chaque participant. À tour de rôle, ouvrez vos micros et prenez la parole. Je Je peux pense commencer. que, Emmanuela, tu pourrais désigner les personnes. Super. Ce serait plus facile parce que tout le monde va se garrocher sur la minute restante. C'est bon. Je vais l'utiliser justement puisque j'ai ouvert mon micro. Moi, je travaille sur les pratiques artistiques et je vais dire en une phrase la nécessité de valoriser l'art dans les médiations interculturelles et surtout au niveau de la prémédiation. Merci Myriam. Tu peux y aller, Michel. Oui, donc face à la montée gravissime du racisme et de l'islamophobie et des discours fascisants dans nos sociétés, je nous propose, je nous engage à mener de plus en plus souvent et plus ouvertement des recherches participatives engagées, voire militantes, qui sont des vrais espaces de médiation interculturelle entre les chercheurs, les citoyens et citoyennes qui vivent de l'oppression, les militants et les militantes, les alliés, parce que c'est dans la construction de ces savoirs partagés que naissent des discours et des actions pour renverser les hiérarchisations raciales, économiques et culturelles porteuses d'inégalités, donc pour aller vers plus de justice sociale. Merci Michel.
Je vais aller avec les noms qui sont dans mon écran de manière aléatoire. Paola? Une réponse pour ce qu'il faut continuer à faire, de mon point de vue, c'est prendre conscience du fait que la littérature peut être un outil puissant pour travailler la médiation interculturelle et pour travailler sur les émotions, les déchirures et les espoirs. Et deux actions. La première, diffuser cet outil auprès de jeunes générations racisées qui souvent ne savent pas de l'existence de romans écrits sur leur propre groupe d'origine. Ils n'ont pas donc accès à un instrument puissant qui permet une reconnaissance et une prise de conscience à la base de toute action de rencontre et de relation. Voir par exemple la littérature pour la jeunesse Innu. La deuxième action, construire un corpus de littérature autochtone qui, derrière la thématique de la légitimité à prendre la parole en transformant une culture orale dans une culture écrite, traite enfin de la légitimité au droit d'exister, à construire une nouvelle narration du passé qui inclut la voix de minorités racisées. Merci. Merci, Paola. Je vais passer à Raphaël. Oui. Donc, en une phrase, je dirais que sachant que les contextes sociaux tendus provoquent ou engendrent des discriminations envers certaines personnes, c'est important de conserver la vigilance critique quand il y a des contextes de crise sociale. Voilà. Merci beaucoup. À Fabio Perrocco. Oui, donc, disons que le racisme, dans les cas que j'ai présentés, le welfare racism, c'est structurel, structuré et structurante. Et donc, dans ce cas, les discours racistes sur l'aide sociale constituent une menace sérieuse pour l'égalité, pour l'universalisme, les droits sociaux. Et il s'agit d'une menace qui doit être prise au sérieux et, pour assurer la justice sociale pour tous, pour toutes, et produire une intégration réciproque sur une base d'égalité effective. Merci. Merci beaucoup. Yavorka, est-ce que si tu es prête, je te laisserai. Oui, merci. Ben, en une phrase, je vais dire, nous devons renforcer la collaboration. Collaboration locale, nationale, internationale, vraiment se centrer sur nos locaux, nos réseaux transnationaux et surtout ne pas nous démoraliser face à la situation actuelle. Merci beaucoup. Alex? Oui, donc en une phrase, peut-être avec un petit point virgule, je dirais que, tu sais, moi, je suis issue d'une discipline qui est la philosophie. La philosophie a tendance à encore à réfléchir de l'extérieur. Donc, je pense qu'il est nécessaire de faire de plus en plus de recherches en collaboration avec les participants, participantes, puis de reconnaître, en fait, leur expertise expérientielle comme une connaissance valide, surtout quand on travaille à l'élaboration de concepts pour ouvrir, en fait, des voies de réflexion qui vont être plus justes puis plus inclusives à la fin. Mm. Super, merci beaucoup. Liliana? Et pour moi, la recherche-action, c'est une manière de pousser les conversations, de faciliter et de provoquer des conversations dans le territoire avec les gens. Mais on doit partir de l'idée de que les gens, les populations avec lesquelles on travaille, elles savent beaucoup de choses. Donc, la construction des connaissances, on doit le faire, on parle, nous, de recherche, action collaborative, participative et de médiation interculturelle. C'est un peu long parce que c'est RA, je ne sais pas combien de lettres, mais vraiment, c'est des conversations. Et la construction de connaissances, c'est plus légitime, plus naturel et plus vrai avec les gens avec lesquels on travaille. Voilà.
Je Merci, pourrais Liliane. continuer beaucoup, beaucoup plus. Liliane. Merci. Trois choses. Alors, de continuer à s'engager dans un travail social antiraciste, pas rougir de faire de la recherche militante, c'est de la recherche aussi. Écouter les jeunes, ils et elles ont des idées, rendre visibles, je l'ai dit, les traces de l'antiracisme, y compris celles de la littérature. Merci, Paola. Merci, Liliane. Oui, Liliane. Ok. Ensuite, qui d'autre qu'on avait? Roxana. Moi, j'irai pour faire ensemble avec nos concitoyennes et nos concitoyens et valoriser leur savoir expérientiel pour enchérir aussi ce que mes collègues ont nommé avant. Mais je crois que c'est la clé pour qu'on construise de la recherche-action qui soit efficace et qu'on puisse avoir des résultats et des effets et produire des changements. Et de là, tous les moyens artistiques pour, comme moyen de valoriser les discours et de faire de la recherche et de construire des savoirs, je pense qu'on doit continuer à les explorer. Merci, Roxana. Je pense que j'ai dit, j'ai appelé, j'ai nommé toutes les personnes qui ont été sur le panel aujourd'hui, sur les panels. Donc, rapidement, je vais passer au travers des thématiques qu'on a discutées ou des sujets. On a vu les femmes Chaco, les femmes de Chaco, ainsi que comment leurs identités ne sont pas homogènes. Avec Alex ou Alexandra, on a discuté des intersections du genre. Autour des communautés juives ultra-orthodoxes new-yorkaises. Nous avons aussi regardé le racisme contemporain dans les travaux de Fabio, qui, euh, qui regarde comment le discours racialisé construit les immigrants comme une menace. On avait aussi avec Raphaël qui a fait son travail sur les groupes utériens et aussi comment nos discours lors des contextes de crise sociale peuvent être sujets à renchérir les discriminations. Liliane Rachedi qui nous encourage à documenter, donner la voix aux personnes jeunes qui peuvent mettre de l'avant cet antiracisme-là pour contrer le racisme qui est subi. Ensuite, avec Paola, la littérature comme espace de médiation possible. Avec Michel, on a vu comment les femmes voilées prennent la parole et se positionnent contre cette islamophobie. Yavorka nous encourage à proposer des lieux de médiation interculturelle pour résoudre des conflits culturels et favoriser un vivre ensemble et une inclusion. Roxana par ses travaux, nous encourage aussi à travers les arts et les pratiques artistiques et littéraires de donner la parole aux personnes qui sont exposées à certains enjeux. Donc, comme espace de médiation, ça a été très riche et personnellement, je tiens à lire le livre pour aller renchérir tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et maintenant, je fais place aux questions. Vous pouvez ouvrir vos micros à tour de rôle, lever la main et on vous offre la parole aux participantes, aux personnes qui